Si j'avais eu deux mamans comme nous, ça serait un autre monde, quoi. La Cour suprême vient d'autoriser les pères célibataires et homosexuels à avoir recours à des mères porteuses en Israël. On va en parler avec nos trois invités, Yael, Thierry et Juliane. Thierry, vous avez eu un enfant en Israël avec une femme avec laquelle vous avez établi un contrat sur les termes de cette éducation partagée. Racontez-nous comment ça s'est passé. Exactement. Donc moi, j'ai pas pris la direction de GPA qui jusqu'à quelques jours était bien plus compliqué pour les couples gays. Par contre, donc GPA, on rappelle, c'est mère porteuse. C'est mère porteuse, c'est gestation pour autrui, mère porteuse. Exactement, exactement. Donc moi, je suis passé plus par la direction de coparentage. Donc en fait, j'ai une très bonne amie à moi que je connais depuis des années, avec qui on a décidé d'avoir un enfant ensemble. Bien que moi, je suis marié. Et que mon mari a déjà des enfants d'un mariage, d'un divorce précédent. Donc, avec une femme. Avec une femme, voilà. Donc, il était marié dans le placard, religieux même, et voilà. Il a eu 4 enfants, et après, à un certain moment, il a décidé de divorcer, de sortir du placard. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 demi-enfants, donc du côté de mon mari. 4 beaux enfants. 4 beaux enfants, voilà. Et en effet, ils sont très, très beaux. Ça fait 2, ouais, 4 demi, me dit Jonathan à la technique. Et donc en fait, donc ça fait 8 ans que je suis en relation avec mon mari, qu'on est mariés voilà, depuis 2 ans. Et il y a 3 ans, j'ai décidé, enfin, ça remonte déjà à 4-5 ans, j'avais décidé d'avoir aussi un enfant, donc de réaliser aussi ce rêve. Et donc, j'ai décidé de partir plus par le coparentage. Et donc, la mère de mon fils est une très bonne amie à moi, avec qui on a beaucoup de points en commun, on a beaucoup discuté exactement comment on comptait élever notre fils. Et voilà, au Hachem, ça s'est très très bien passé. Donc là, dans votre cas, la mère est la mère. Et votre mari, à vous, il a un statut pour votre enfant? Il est beau-père. Donc en fait, mon fils a un papa et une maman qui sont en fait un peu comme un couple divorcé en coparentage. On a une garde partagée. Vous êtes presque dans un schéma assez classique en fait. Tout à fait, assez classique, mais je dirais même classique dans le sens où on n'a pas eu à passer un divorce avec la mère de mon fils. Votre enfant a un père et une mère, ce qui change la donne en termes sociétal, parce que toutes ces questions sont très complexes. On sait que cette décision est très très attaquée. Juliane, vous n'avez pas choisi cette voie. Vous avez choisi d'aller, ce que font énormément de couples partout dans le monde, notamment ici en Israël, aux États-Unis, de suivre toute la procédure de gestation pour autrui, donc le choix d'une donneuse d'ovocytes et le choix d'une mère porteuse. Racontez-nous. Et vous l'avez fait 2 fois, pour 2 enfants. Voilà, exactement. On a eu notre fille, du coup, il y a 1 an et demi, aux États-Unis par une mère porteuse. Donc, tout se passe avec plusieurs interlocuteurs. Donc, dans un premier temps, on rencontre une agence qui vous raconte que tout va se très bien passer sans problème et tout. Néanmoins, c'est assez compliqué en fin de compte puisqu'il y a plein d'étapes. Il y a les étapes médicaux, les étapes légaux. Voilà, il y a vraiment plein de monde qui interviennent. Et du coup, ils nous ont trouvé une mère porteuse au bout de 6 mois environ qui a accepté de porter notre enfant pour nous. Voilà, donc en fait, c'est la mère porteuse qui choisit le couple ou la personne individuelle avec qui elle souhaiterait. Alors aux États-Unis, ça sera peut-être le cas en Israël dans pas longtemps. La mère porteuse, c'est un boulot. On voit le petit dernier Matisse, c'est ça? Exactement. C'est un boulot, je ne sais pas comme un autre, mais enfin voilà, c'est un boulot. Elle gagne à peu près combien par mois? 2 000, 3 000 euros? On va dire c'est un boulot, mais je précise quand même que Jessica, par exemple, qui a porté nos enfants, elle travaille à temps plein. Voilà, donc c'est pas une moyenne de vie. C'est vraiment. C'est pour aider des couples. Voilà, ou bien une vocation, puisque c'est quelqu'un qui aime bien être enceinte, qui aime bien donner les autres. Enfin, il y a plein de raisons que les mères porteuses choisissent d'ailleurs de porter des enfants pour d'autres personnes. Est-ce que Jessica, pour vos 2 enfants, donc elle a été la mère porteuse de vos 2 enfants, à vous et à votre mari, est-ce que Jessica aura un rôle dans leur vie? Est-ce que vous avez décidé quelque chose? Oui. Elle est plus ou moins marraine de nos enfants. Voilà, c'est quelqu'un avec qui
on échange au moins une fois par semaine, avec qui on fait des FaceTime quand les enfants ils sont en train de prendre le bain. C'est quelqu'un qui on voit au moins une fois par an quand on rentre aux États-Unis, puisque quand on va aux États-Unis, voilà, c'est quelqu'un qui aura toujours un rôle dans leur vie de marraine, plus ou moins. Alors, on rappelle, vous êtes allé aux États-Unis, il y a un certain nombre de couples qui vont au Népal, par exemple, enfin dans des endroits où les prix sont moins élevés. Là, on parle les États-Unis, ça peut être entre 100 000 et 300 000 $, ce qui est très cher. Cette décision de la Cour suprême, elle va aussi un petit peu réguler tout ça. Thierry, on serait, selon vos infos, ce serait à peu près divisé par deux les coûts. Ce sera divisé par deux les coûts demain pour les hommes qui veulent avoir un enfant par GPA. De ce que je connais, ça serait même divisé par 4. C'est-à-dire, on s'attend à ce que ça soit plus ou moins aux alentours de 150 000 shekels. Donc une fois de plus, on parle en moyenne. Donc ça coûte, ça fait baisser les coûts, mais c'est pas que le coût. C'est aussi le fait, justement, à mon avis, comme Julian a dû le faire, le fait de partir à chaque fois aux États-Unis, d'avoir la mère enceinte. De faire ça à distance, j'ajoute. Mais ouais, c'est ça fait pas partie. C'est le fait, par moi, la mère de mon fils, le fait de pouvoir la voir pratiquement tous les jours, de voir exactement comment ça se passe, faire. Voilà, Thierry, si vous aviez pu, si ça avait été à l'époque, comme ce sera dans 6 mois a priori effectif en Israël, si vous aviez pu avoir recours à une mère porteuse en Israël, vous auriez choisi cette solution ou pour élever un enfant avec votre mari vraiment, ou ce que vous avez fait de choisir une femme qui est la mère de votre enfant? Je crois qu'on aurait considéré beaucoup plus positivement l'option de GPA pour le fait, voilà, parce qu'on aurait pu aussi suivre exactement tout le temps où la mère elle porte l'enfant. On aurait considéré ça. C'est-à-dire, en fait, qu'elle soit tellement loin et tellement chère, c'est quelque chose qu'on a décidé de pas prendre en considération. Il y a eu environ 200 mères porteuses en Israël ces dernières années. C'est depuis, je crois, 1994 que la gestation pour autrui est autorisée en Israël. On le rappelle, c'est totalement encore interdit en France. En Israël, pour les mères, les couples hétérosexuels qui ne réussissaient pas à avoir d'enfants. Il y a aussi quelque chose qui est autorisé en Israël depuis très longtemps, qui ne l'est pas en France. C'est le don de sperme pour les femmes célibataires. Yael, vous avez eu 2 enfants, une que vous avez portée vous, un qu'a porté votre compagne Rotem. Vous les avez eu quand? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe en Israël pour les femmes lesbiennes ou célibataires d'ailleurs? Alors, en fait, on est allé dans les banques de sperme. Il y a beaucoup de banques de sperme en Israël. Ça peut être public ou ça peut être privé. C'est tout un marché. C'est pas comparable aux couples homosexuels hommes puisque les prix ne sont pas du tout les mêmes et il n'y a pas de mère porteuse. Ça veut dire que ça coûte combien de prendre du sperme d'un homme, quoi? Ça dépend de plein de facteurs. C'est vraiment comme un commerce, quoi. Ça peut coûter entre 250 shekels pour, comment on dit, une mana, genre une dose. Des doses, voilà, une dose. Entre 250 shekels et 1600 shekels. C'est vraiment, ça dépend d'où, ça dépend aussi, on peut savoir qui est le donneur à l'âge de 18 ans ou pas. C'est des donneurs pas anonymes en fait. Ils sont anonymes jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite vous pouvez savoir, l'enfant peut savoir qui a donné son sperme. Il peut savoir et le donneur est obligé de répondre au moins une fois à l'enfant s'il demande, s'il lui écrit une lettre ou un mail ou quelque chose. D'accord, donc ça c'est dans le contrat. Quand on vend entre guillemets son sperme, on s'engage à rencontrer au moins une fois son enfant génétique, quoi. Si c'est ce contrat-là, il y a aussi en Israël, en fait, les donneurs en Israël, peut-être parce que c'est un petit pays, on ne peut jamais savoir qui ils sont, c'est toujours des donneurs anonymes. D'accord. Et il n'y a pas de possibilité de savoir qui est le donneur si on prend un donneur israélien. Donc, c'est un choix que chaque maman fait si elle veut qu'il y ait cette option ou non, quoi. Moi, j'ai choisi cette option après avoir vu un documentaire en fait sur les enfants qui ont de donneurs, ceux qui ont été anonymes et ceux qui n'ont pas été anonymes. Et j'ai choisi d'aller vers la direction d'un donneur qui ne soit pas complètement anonyme. Okay. Il y a la possibilité à 18 ans de savoir qui c'est. Et donc, c'est comme un catalogue, quoi. En Israël, au début, on allait vers des banques en Israël. Et
on sait des détails très basiques, quoi. 1,77 m, blond, yeux bleus. Le niveau d'études, par exemple, c'est on peut pas, en Israël, on peut pas savoir. À l'étranger, on peut savoir énormément d'informations. Il y a même je perds mon français, c'est horrible. Il y a même des enregistrements de la voix. Il y a une lettre qui explique pourquoi il a fait ça. Il y a des photos. Il y a vraiment... En termes de choix, de commerce, enfin, on utilise tous des mots qui peuvent être assez étranges quand on parle d'enfants. Juliane, je voudrais bien vous entendre là-dessus. À quel moment, pour vous, ça commence à devenir too much, ce choix qu'on a, quand on parle de catalogue, qu'est-ce que vous vous êtes donné, vous, comme limite? Vous avez choisi la plus belle des donneuses, la plus intelligente. Comment ça se passe et est-ce qu'on se met des limites à soi-même? Écoutez, quand on va choisir une donneuse d'ovocytes, ça se passe exactement de la même façon aux États-Unis où on peut choisir quelqu'un qui veut être anonyme ou quelqu'un qui est d'accord pour... On rappelle que la donneuse d'ovocytes, donc la mère génétique de l'enfant, n'est jamais la mère porteuse qui va porter l'enfant, qui est souvent choisie comme mère, entre guillemets, pour l'enfant, par les couples homo. Exactement. Donc, quand on choisit une mère une donneuse d'ovocytes, c'est quand même très particulier. Je suppose que Yann, c'était assez particulier pour vous aussi. Mais c'est vrai qu'on fait avec les informations qu'on nous donne, mais forcément, puisqu'on a accès à ces informations, on va faire en sorte de choisir quelqu'un qui nous correspond visuellement, je veux dire pas visuellement, mais qui a des origines peut-être qui sont similaires aux origines dans le couple. Par exemple, moi et mon mari, tous les deux, on a des origines nord-africaines, donc vous avez évité la suédoise. Méditerranéenne. Ouais. Voilà, exactement. On aurait pu. On a un ami qui est d'origine martiniquaise qui a choisi une suédoise. Et le bébé comment? Mais bon, voilà. Nous, on voulait des enfants qui nous ressemblaient tous les deux, comme on a des origines qui sont communes en plus. Voilà, donc ça, pour nous, c'était assez simple de savoir plus ou moins ce qu'on recherchait. En l'occurrence, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on est face à un choix. On n'a forcément pas envie de faire un mauvais choix. On va regarder voilà, les intérêts de la personne. On va quand même essayer de trouver des liens communs, comme si finalement c'était un online dating, quoi. Voilà, parce qu'en vrai, c'est un mate. Donc, voilà, alors, exactement comme Thierry nous disait, c'était ma meilleure amie, la mère, on se connaissait très bien, ce qui facilite les choses. Est-ce que vous vous dites finalement, même si on élève cet enfant avec tout l'amour du monde, il y a quand même toute une partie qui nous échappe. Yael, Juliane, vous êtes dans ce même cas, vous avez un donneur que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pensez aux questions, Yael? Vous nous disiez... j'ai choisi un donneur qui acceptait de répondre à l'enfant à 18 ans. Est-ce que ça peut être une vraie question, une source de trouble et de manque pour un enfant de ne pas savoir d'où génétiquement parlant il vient, même s'il a 2 parents? C'est très personnel, hein. C'est un choix c'est un choix personnel. Personnellement, je me suis dit déjà. J'ai éliminé les Israéliens parce que je me suis dit que personnellement, j'allais regarder tous les hommes en me disant est-ce que c'est le donneur de mes enfants. Et ça, en fait, quand on a des enfants à la fin, après tout le procédé de choisir, etc., on se rend compte, personnellement, que ça n'a aucune importance, en fait. Le donneur. C'est comme un don de sang pour moi. D'accord. C'est complètement... ça. Si on prend un don de sang, je ne pense pas que les gens se posent la question qui a donné ce sang. Et pourtant, c'est quelque chose qui va aller dans mon corps, etc. Mais si c'est A+, voilà, ça n'a pas d'importance qui a donné ce sang. C'est ce qu'on en fait avec. Et c'est vraiment, si on parle de commerce, etc., je pense que c'est parce que c'est vraiment un matériel, en fait. Ça donne la vie, c'est vrai, mais c'est matériel. C'est une dose, quoi, voilà, comme on dit. Mais c'est pas du tout ça qui fait l'enfant qu'on porte dans ses bras, quoi. C'est une façon de le faire. Donc après,
Même de savoir si c'est le même donneur entre les frères et sœurs, pas le même donneur entre les frères et sœurs. C'est pas important, c'est ce que vous pensez? C'est pas important, mais c'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, quoi. Que juste hier, je rentrais avec une amie et on avait cette discussion dans la voiture où elle disait non, mais quand même, un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère, il a besoin de voir qu'est-ce que c'est qu'un homme, quoi, qui peut l'éduquer, etc. Mais en fait, d'être parent, c'est tellement compliqué, etc. que ça n'a pas d'importance si c'est un père et une mère. Il a besoin de recevoir de l'amour et d'être rassuré et qu'on l'accepte comme il est. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, quoi. Il faut un père et une mère pour avoir un enfant. Et après, c'est difficile de changer les choses qu'on nous a introduit dans la tête. Juliane et Thierry, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir dans l'éducation d'un enfant qu'un enfant ait un père et une mère, ou que ça n'a strictement aucune importance? Et est-ce que vos enfants, Thierry, je crois que votre fils a déjà 3 ans, est-ce qu'il pose des questions? Alice, pareil, votre fille a 3 ans et demi. Est-ce que vous savez tous les trois comment vous allez gérer cette question-là? Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec elle. En définitive, ce que l'enfant a besoin, c'est déjà de recevoir de l'amour et d'être entouré et qu'on l'accepte et qu'on le réconforte comme il se doit. Après, est-ce que c'est un papa ou une maman, ça change pas beaucoup. Je sais par exemple que dans notre cas, mon fils, quand il est chez nous à la maison, voilà, il sait qu'il a papa et il sait qu'il a le beau papa. Et il est super bien entouré, il reçoit beaucoup d'amour. Et il sait que voilà, le lendemain, quand il va chez sa maman, et il pourra jouer avec sa sœur. Donc c'est tout à fait naturel parce que c'est pas basé en fait sur des préjudices. Comme Yael disait, nous peut-être qu'on vient d'une autre génération, une génération où on a été éduqué depuis le début qu'il faut un papa et il faut une maman. Alors on a des nouvelles de nos jours aussi basées sur la psychologie qui dit qu'il ne faut pas un papa et une maman. On peut très bien aussi avoir un papa et un papa, et un papa et une maman, et un papa, un maman et un beau-père. Ce qui est important en définitive vraiment, c'est l'amour et c'est ce qu'on donne à notre enfant. Et je pense plus vite on se séparera de ces préjudices qui sont basés sur rien. Ces préjugés qui sont basés vraiment que sur rien du tout. Plus vite on s'en délassera, mieux ça sera en fait pour la nouvelle génération. Juliane, vous ils sont encore petits, vos enfants, donc je ne sais pas si les questions déjà... C'est trop petit, voilà, ma fille elle a 1 an et demi et mon fils il vient de naître, donc forcément c'est trop petit, mais c'est l'argument le plus ridicule du monde, puisque je pense à tous ces parents qui sont dont l'époux est décédé, ou bien qui les a quittés, ou ses mamans qui sont seules, ses papas qui sont seuls. Enfin, c'est aberrant de penser des choses pareilles. Ce dont l'enfant il a besoin, forcément, c'est de l'amour. C'est important que l'enfant il ait du soutien, de l'amour, et qu'il soit bien entouré. Après, de toute façon, il y a la société qui l'entoure. Donc, il va voir ce que c'est une femme, il va voir ce que c'est un homme, il va voir ce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'identité. Voilà, c'est des choses qui s'introduisent par l'intermédiaire de la société. Donc, avoir juste un père et une mère à la maison. Joli lapsus, ouais. C'est absolument ridicule. Et ça change rien. Dernière question peut-être. Alors, on est en Israël, un pays qui peut être considéré comme archaïque sur un grand nombre de choses, et puis un pays très surprenant qui est là-dessus en avance par rapport, notamment en avance par rapport à la France, sur tout ce qui est fertilité. Alors, pas uniquement pour les homosexuels, bien sûr, sur tout ce qui est fertilité, mais aussi pour les homosexuels. C'est une décision qui, dans certains milieux, semble a été attendue et super bien accueillie, et qui est dans d'autres milieux, pas forcément ultra-orthodoxes d'ailleurs, dérange énormément. Est-ce que vous comprenez les interrogations qui disent, après tout, si on ne peut pas faire un bébé naturellement, si on n'a pas un homme et une femme, eh ben, on ne fait pas de bébé? Je pense qu'on a tous entendu ces propos, et à la limite, je peux comprendre que des gens qui vivent dans un certain milieu et qui sont habitués à des, on va dire, à des choses très conventionnelles, je peux comprendre qu'ils puissent dire mais comment ça se passe, parce que en effet c'est différent pour eux. Mais et je pense en fait que nous, notre génération, avec ce changement, c'est exactement le travail qu'on doit faire par beaucoup de communication, d'expliquer que oui, c'est différent que les valeurs sur lesquelles on a basé, mais c'est des valeurs qui ne sont pas moindres, et qu'il faut justement avoir cette ouverture d'esprit.
de comprendre que oui, on peut faire aussi les choses différemment pour que, pas que un papa et une maman puissent avoir une famille et être heureux, mais aussi pour un papa et un papa et une maman. Et on devrait que se réjouir que de fonder plus de familles en Israël qui, en définitive, amènent beaucoup d'amour. Et je crois que c'est ça qui est important. Je voudrais juste ajouter que mon frère, qui est très orthodoxe, ne veut pas que je voie ses enfants parce qu'il a peur qu'ils posent des questions. Où est mon mari? Pourquoi j'ai des enfants? Etc. Donc, en fait, je ne connais pas ses 6 enfants. Il a peur que ses enfants, en fait, comprennent qu'on peut avoir des enfants autrement, quoi. C'est ça. Voilà. Ce qui est complètement... Enfin, pour moi, c'est absurde puisque... en plus, je me dis, il a 6 enfants pour l'instant. Peut-être qu'il y en a 10. Selon les pourcentages, il y en aura au moins un qui sera homo. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'accepte des interviews à chaque fois parce que je pense que chaque interview, chaque fois qu'on en parle, si les parents qui sont hétérosexuels peuvent éduquer leurs enfants d'une façon qui soit plus ouverte, même pour tout, quoi, les couleurs de peau, les attirances sexuelles, etc. Je pense que vraiment, ça sera plus agréable parce qu'en fait, il y a des... Il y a des statistiques qui disent que les enfants d'homosexuels, en général, sont plus heureux que les enfants hétérosexuels parce qu'ils sont vraiment voulus. Moi, si j'avais eu 2 mamans comme nous, ça serait un autre monde, quoi. Je veux dire, tout ce on est tellement avec eux, on les chouchoute, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu, qu'on a travaillé pour ça, etc. Le seul problème, ça vient de l'extérieur, en fait. Quand d'autres enfants vont leur dire « mais t'as pas de papa, t'as pas de maman, etc. » Et je pense que ça, c'est la responsabilité des parents. Ce qui devrait arriver de moins en moins, en tout cas en Israël, dans certains milieux où vraiment on est en train de laisser tomber ces histoires de papa et maman de plus en plus. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir répondu à nos questions. On embrasse le petit Mathis qui est dans les bras de son papa. Et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye.